de questions. Le manque d'eau à Dakar notamment. La bataille entre la SDE, Veolia et Suez. Les inondations, les questions politiques, le non de l'opposition à la concertation sur le pétrole et le gaz, la famille présidentielle, sa ville sans lui et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via le hashtag Grand Jury RFM. Mansour Faye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, face à Mamoudou Ibra Kane, le Grand Jury, dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes le dimanche 10 juin 2018. Nous recevons au Grand Jury ce dimanche Monsieur Mansour Faye. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, maire de Saint-Louis, vous êtes bien entendu au plan politique membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, parti présidentiel. Okay. Le pays vit un manque d'eau. Plusieurs quartiers de Dakar, mais aussi dans les régions, en sont privés depuis quelques jours, en plein mois de Ramadan. Un scénario qui n'était pas prévu, on suppose. Dire que ce n'était pas prévu, c'est un peu dire des choses de trop. C'est vrai qu'à Dakar, ce que je peux dire, c'est qu'une étude avait révélé un déficit structurel d'environ 54 000 mètres cubes jour en 2017. C'est la raison pour laquelle, déjà, dans la dynamique des programmes d'urgence, on avait prévu de réaliser des forages à partir de Tasset, à partir de Bayak et de Tchedam, pour couvrir un besoin de 60 000 m3 jour, dépassant ainsi le déficit. Ces travaux sont présentement en cours, les forages sont terminés, mais comme on ne peut pas faire des commandes de machines sans pourtant que le forage ne soit terminé, raison pour laquelle on a pris quelques jours de retard ou même quelques 3 à 4 semaines de retard. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'ici la mi-juillet prochain, tous ces forages-là seront en service et produiront à peu près 45 000 m3 jour dans une deuxième phase et 60 000 globalement dans la deuxième phase. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce déficit que nous sommes en train de vivre présentement va quand même, en tout cas, attendre un petit peu pour quelques jours en attendant que les réalisations qui sont en cours et qui sont quasiment terminées soient mises en service. Donc, c'est ça la difficulté. Mais l'autre difficulté qui accentue davantage ce déficit, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui ont été réalisés au niveau de Kermamarsar. Travaux qui rentrent un petit peu dans le cadre des décisions qui ont été prises à la suite de la casse survenue en 2013 à Kermamarsar. Une étude diagnostique qui définissait en tout cas des actions à réaliser, environ 6 à 7 actions. Parmi ces actions, de toute façon, les 6 ont été réalisées et restait la dernière action, c'est-à-dire donc la mise en place, la mise en œuvre donc du dispositif de sécurisation des ballons anti-béliers. Et ça, c'est des travaux engagés par l'État. C'est des travaux engagés de la SONES. Tout à fait, c'est engagé par l'État, financé par l'AFD. Les travaux de Kermamarsar, donc suite au casse de 2013, là, en réalité, c'est des travaux de sécurisation. C'est l'AFD qui a financé à hauteur de 10 millions d'euros. Donc c'est un emprunt de l'État. Et ces travaux sont quasiment terminés. Il reste maintenant à faire donc, le branchement donc, du système anti-bélier en 2 phases. Un T à brancher à la place, par exemple, de la fameuse conduite en W ou en Y. Et ces travaux ont occasionné en réalité une petite, insuffisance technique. On a constaté des fuites au niveau donc, des raccordements et on ne peut pas prendre le risque de faire fonctionner Kermamarsar 3 qui a 4 pompes, de faire fonctionner les 4 pompes. Donc présentement, nous sommes à 3 pompes sur 4. D'où une capacité de 75% d'après nos informations. Non, 60. Oui. Bon, ouais, si on peut raisonner ainsi, 75%. En tout cas, il y a un déficit de 15 000 m3 supplémentaires. À peu près, voilà, 15 000 m3 supplémentaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que aussi on a poussé NIT à son fonctionnement maximum. Ce qui veut dire quoi? On est entre 12 000, 10 000, 12 000, 15 000 m3 jour de déficit supplémentaire en réalité. Et c'est normalement d'ici la semaine qui suit après la Korité, nous allons corriger cela pour mettre la 4e pompe en fonctionnement. Pourquoi vous avez choisi ce moment, un moment sensible? C'est le Ramadan. Pourquoi cela ne pouvait pas attendre un peu ou ce serait différé les problèmes? Non, c'est un choix stratégique quand même important. Oui, on était confronté à un problème un petit peu délicat.
puisque le système présentait en tout cas des vulnérabilités importantes. Il fallait choisir, soit réagir maintenant, ou soit attendre et ne pas être à l'abri d'une casse incontrôlée. C'était ça la difficulté. Finalement, les techniciens et les services et nos services ont choisi d'intervenir. Malheureusement, vous savez, l'intervention technique, il peut y avoir quelques aléas. Et ces aléas-là se sont manifestés par des fuites que nous allons régler. En tout cas, ce sera réglé pour un petit peu diminuer le déficit. Mais globalement, le problème sera réglé quand tous les forages qui sont en cours de réalisation vont livrer leur production, c'est-à-dire d'ici la mi-juillet, tout au plus. En tout cas, des Sénégalais réagissent ici à Dakar comme ailleurs, comme je le disais tout à l'heure. Younous Diallo, la voix. Voilà, Dieu merci. Je vais encore faire ces cris du cœur. Monsieur le ministre, vos promesses ne sont toujours pas effectives. La population de Kédougou est dans une pénurie d'eau depuis 4 mois. Retenez bien, pendant ce mois de Ramadan, nos mamans font la queue de 23h à 4h du matin pour avoir un seul bidon de 20 litres d'eau. À quand la fin de ce calvaire? Kédougou a soif. Serigne Mamornian, j'aimerais seulement faire parvenir à votre invité que j'habite aux Parcelles Assainies, unité 25, et j'ai un cousin âgé de 5 ans et il n'a jamais vu notre robinet couler. C'est triste dans ce pays en 2018, au moment où on parle du train express régional, de l'émergence. L'eau potable pose toujours problème à Dakar. Ibrahima Diagne, on note depuis quelque temps des coupures intempestives dans certains quartiers de Dakar. Pourquoi le système du réseau hydraulique peine à être stable? Et puis, Abdoulaye Wade, comment se fait-il que Gagnol, qui est à 30 km de Saint-Louis, peine à avoir le liquide précieux? Je veux parler des villages de Mbao, Ndagou, Laharar, que vous connaissez très bien, puisque vous êtes Saint-Louisien. Voilà, beaucoup de citoyens sont amers quand même, monsieur le ministre. Non, je le comprends parfaitement. Moi, personnellement, hier, j'ai été aux Parcelles Assainies, à l'unité 16, effectivement, regardant les dames, les grandes dames, aller chercher de l'eau auprès des camions citernes. C'est vrai, Parcelles est dans une situation un peu difficile, parce que comme les parcelles donc, sont ce qu'on appelle en bout de réseau, effectivement, c'est une zone qui est alimentée en dernier. Vous savez, Dakar, si je peux expliquer ainsi, c'est-à-dire Dakar est alimenté à partir de 2 sources. Le lac de Guerre qui fournit à peu près 130 000 m3, lac de Guerre à travers Nid et Kermamarsar, et le reste par une batterie de forage. Si en fait on n'a pas un fonctionnement maximal, donc optimum à partir du lac de Guerre, on a des difficultés pour alimenter soit les réservoirs de Thiès, ou soit faire démarrer en réalité donc le surpresseur de Carmel. Et Carmel refoule sur Dakar à partir du point B pour alimenter après les Mamelles et ensuite le réservoir au niveau du Dakar Plateau. Alors, effectivement, comme Kermamarsar fonctionne à peu près avec 3 pompes, on a du mal un petit peu à remplir le réservoir de Thiès. Ensuite, les forages du littoral subissent ces temps-ci quelques difficultés en termes d'alimentation électrique qu'il faut stabiliser. Alors, mais je pense fondamentalement, avec la mise en œuvre donc, de la 4e pompe qui va survenir dans une dizaine de jours tout au plus, nous allons fonctionner en plein régime à partir de Kermamarsar 3. Et en mi-juillet, avec les forages qui ont livré leur production, le problème du déficit de Dakar sera réglé. Kédougou, c'est autre chose. Pour le moment, il faut garder notre mal en patience. Voilà, c'est ça la réalité. La réalité aujourd'hui, on a mis en place un système de camions citernes pour un petit peu atténuer. Mais aussi, les services de la SD et de la SONES travaillent un petit peu pour jouer sur la régulation. Essayer de déshabiller Paul et alimenter Jean. C'est-à-dire qu'il faut qu'on régule un petit peu avec ce dont nous disposons en réalité. Mais fondamentalement, nous pensons pouvoir régler en tout cas ce déficit au plus tard en mi-juillet. Et avant mi-juillet, c'est-à-dire la 4e pompe sera mise en service. En atténuant un petit peu, on va gagner 10 000 m3 jour. Essayer un petit peu de jouer donc sur les maraîchers qui consomment à peu près 25 000 m3 jour pour l'agriculture. Essayer de réguler ces secteurs-là pour gagner un peu plus de volume et alléger un petit peu la souffrance des populations au niveau des parcelles, au niveau de Benetali, au niveau de Niaretali, c'est-à-dire les zones qui sont habituellement déficitaires. Bon, mais c'est une question qui sera réglée. Nous travaillons sans relâche pour améliorer davantage en réalité cette situation difficile que nous regrettons parce que c'est la réalité, situation qui est là, mais on est obligé de faire face et essayer de trouver des solutions appropriées. Kédougou, c'est différent. Kédougou est dans une zone de socle.
C'est-à-dire, pour avoir de l'eau dans les nappes au niveau de Kédougou, c'est un peu difficile. En période d'hivernage, le problème ne se pose pas. Le problème, c'est en période hors hivernage. En période hors hivernage, le système de pompage fonctionne à peu près vraiment à débit ralenti. Mais la solution trouvée, c'est faire du transfert à partir de Itato. Et là, les travaux seront lancés et nous pensons pouvoir, en tout cas, produire le volume nécessaire pour Kédougou dans 6 mois ou 8 mois tout au plus. C'est quand on va finir donc la période hivernage. Parce qu'en période hivernage, Kédougou n'a théoriquement pas de problème puisque les nappes se remplissent et quand les nappes se remplissent, tout le dispositif fonctionne à 100%. Et Dieu fait bien des choses. Il a commencé à pleuvoir à Kédougou. Donc d'ici quelques temps, la question de Kédougou donc sera, disons, du mauvais souvenir parce que les pompes vont fonctionner normalement en attendant que les travaux donc liés au transfert se déroulent normalement. Et les travaux sont déjà lancés. Vous ne comptez pas que sur la pluie? Justement, c'est pour cette raison qu'on va faire du transfert à partir de Itato sur à peu près une quinzaine de kilomètres de Kédougou pour régler et le problème de Kédougou et aussi le problème de Foundiougne qui connaît les mêmes problèmes parce que Foundiougne, on a connu effectivement donc de la remontée saline qui fait que les forages existants ne produisent plus de l'eau. On a mis en place un système de camions pour alimenter un petit peu les populations. Gandiol, à 30 km de Saint-Louis. Oui, Gandiol, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une amélioration. Parce que Gandiol était alimenté à partir des forages de Ndioksal. Vous savez, Saint-Louis est dans une Saint-Louis comme Dakar, donc se situe dans une zone où les nappes sont difficiles parce que c'est des nappes salées. Donc on est obligé de faire du transfert ou de prendre de l'eau de surface. Gandiol est alimenté à partir d'un Ndioksal qui passe par Pahal, Fas avant d'arriver à Gandiol. Donc aujourd'hui, il y a des travaux donc de dédoublement de la conduite de Ndioksal vers Gandiol pour un petit peu augmenter le volume qui va vers Gandiol. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à la fin des travaux, normalement, on aura moins de problèmes au niveau de Gandiol. Et même Gandiol aussi est alimenté à partir de Saint-Louis. Ce qui a un petit peu atténué, en tout cas, ce problème de manque d'eau au niveau de Gandiol. Mais la SONES vraiment travaille en termes d'investissement pour que ces questions-là soient réglées parce qu'on va vers des moments où maintenant il faudrait que les questions d'eau ne soient plus des préoccupations pour les populations. Justement, je rappelle que l'émission Le Grand Jury reçoit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye. Les perspectives, c'est KMS 3, tout à fait. Mais également une usine de dessalement de l'eau de mer du côté des Mamelles. Parlez-nous de ces projets. Qu'est-ce qui les motive? C'est les projets structurants. Dakar, on l'a dit tantôt, doit effectivement, en tout cas, pouvoir bénéficier d'un volume conséquent en termes de disponibilité d'eau potable. Il fallait régler cette question. Les forages, on ne peut pas continuer à investir sur les forages. Au niveau de la région de Dakar, il y a des forages. Mais ces forages, en réalité, donc, risquent demain de se tarir ou de faire appel à l'eau de mer. Comme on peut, pour utiliser une image dans le domaine de l'électricité, au moment où on a parlé de location de barges, les forages représenteraient un peu les barges dans le domaine de l'eau? Non, les barges, c'est pour les barges, en réalité, c'est pour prendre l'eau de la mer, en réalité, la dessaler et pour la rendre potable. Les forages tirent dans la nappe, des nappes souterraines, en fait, ce qu'on appelle le marchien en fonction des profondeurs. Mais vous savez, quand on est près de la mer, le risque, c'est la salinisation de la nappe, en réalité. Donc, on ne préfère pas les forages. Il faut aller, donc, en tout cas, vers la maîtrise des eaux de surface. Et comme le lac de Guiers donc, nous donne assez de volume, en réalité, nous, on s'est dit, il faut exploiter au maximum possible les potentiels du lac de Guiers. Aujourd'hui, nous tirons à peu près 2,1% du potentiel que le Sénégal a à travers le lac de Guiers. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il faut augmenter le volume qui sera prélevé au niveau du lac de Guiers, d'où le programme, le projet Keur-Momar-Sarr 3, qui va fournir Dakar pour un volume à peu près 200 000 m3 jour. Les travaux ont démarré depuis quelques mois et nous pensons pouvoir les livrer, disons, dans le courant de l'année 2020. Vous confirmez le financement, 274 milliards de francs CFA, financé par un pool de bailleurs, dont le Sénégal aussi, parce que le Sénégal, effectivement, s'occupe de tout ce qui est impense. À hauteur de combien pour le Sénégal, je pense à hauteur de 20 milliards. Hein, c'est 20 milliards environ. Le reste, c'est les bailleurs. C'est un emprunt. C'est un emprunt, vraiment, c'est à taux concessionnel. Hein, parce que c'est la BID, la Banque mondiale, l'AFD, la BEI,
et la BAD, je pense avoir évoqué la BAD. Vraiment, c'est à taux concessionnel, supportable par le secteur parce que c'est un secteur quand même qui est très, très, très important. L'autre projet important, c'est le dessalement d'eau de mer, financé par la JICA, qui va fournir à terme 100 000 m3 jour. La JICA, la coopération japonaise. Voilà, la coopération japonaise qui va fournir à terme 100 000 m3 jour. C'est-à-dire qu'on va mobiliser au plus tard en 2021 300 000 m3 jour. C'est à peu près 90% de la production actuelle. Et là, nous serons, toute la région de Dakar, une bonne partie de la région de Thiès, effectivement, ces localités-là seront à l'abri, en tout cas, donc de déficit en termes de disponibilité d'eau potable. Il fallait aller vers ça, donc la mise en place, en tout cas, de projets structurants qui vont demain, effectivement, faire en sorte que la préoccupation en termes d'eau potable ne serait plus, en tout cas, voilà, donc une priorité pour les populations. Là aussi, puisqu'on aime bien les chiffres, 137 milliards de francs CFA. JICA, c'est 137 milliards de francs CFA. Une partie pour les infrastructures liées à l'usine et l'autre partie, c'est pour le réseau. Il y aura à peu près plus de 240 km de réseaux renouvelés au niveau donc du département de Dakar. Don ou emprunt? Non, c'est un taux vraiment de 1%. Ouais. C'est un emprunt. C'est un emprunt de 1%. Différé, 10 ans, maturité, 30 ans. Je pense que quand même pour une alternative, parce que le lac de Guerre, demain, si on a un problème au niveau de la conduite, on serait privé d'eau. Alors, avoir de l'eau au niveau de Dakar, 100 000 m3 jour, est une source, effectivement, donc alternative pour nous permettre de n'avoir à vivre des difficultés en termes d'AEP. Le projet de dessalement de l'eau de mer ne date pas d'aujourd'hui, depuis plusieurs années, peut-être du temps de Senghor. Tout à fait. En tout cas, cela fait des années et des années qu'on en entend parler. On a peut-être senti une certaine hésitation des différents gouvernements de réaliser ce projet. Est-ce que ce n'est pas lié aussi aux conséquences environnementales? On a beaucoup reproché à ce projet justement les risques environnementaux. Et quelles sont les assurances que vous pouvez donner aujourd'hui? Non, c'est-à-dire aujourd'hui la technologie a beaucoup avancé, en réalité. Beaucoup avancé. Le problème du dessalement d'eau de mer, c'est plus des questions d'énergie que des questions d'environnement, en réalité. Puisque, pourquoi parle-t-on de l'environnement? C'est-à-dire, on prend de l'eau de mer, on la traite, on retire le sel et on fait un rejet au niveau de la mer. Alors, aujourd'hui, il y a des technologies qui existent qui font qu'on peut diffuser les rejets dans un environnement beaucoup plus important qui ne va pas affecter la ressource en réalité. Et c'est ce qui va se faire. Les ressources halieutiques ne seront pas touchées parce que la risque zéro. Non, il y aura pas, vraiment, les risques sont minimisés en réalité. Je ne dirais pas risque zéro parce que je ne suis pas en mesure donc de le défendre, mais le risque est maîtrisé. Puisque vous le savez, des pays comme le Japon ne vont pas investir sur des problématiques environnementales qui auront des conséquences désastreuses en réalité. Donc, le risque vraiment est maîtrisé et le dessalement se passe un peu partout. Vous allez donc au niveau des pays du Golfe, mais le dessalement, donc, c'est le dessalement qui leur permet d'avoir de l'eau potable. Vous allez en Espagne, à Tenerife, c'est le dessalement en réalité. Et beaucoup d'autres pays, effectivement, utilisent donc la technologie de dessalement d'eau de mer pour avoir à disposition de l'eau potable. Donc la question ne se pose pas à ce niveau. Du côté de l'énergie aussi, la maîtrise sur l'énergie a beaucoup évolué, ce qui fait que, en tout cas, dans le modèle sénégalais, les coûts énergétiques sont absorbés, en tout cas par l'investissement. C'est que dire quoi? Le prix de l'eau ne va pas augmenter du fait de la mise en œuvre du dessalement d'eau de mer. Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique, invité du grand jury de la RFM. On va maintenant parler de la gouvernance du secteur avec la SDE qui était donc l'adjudicataire du contrat d'affermage depuis 1996. Aujourd'hui, l'État sénégalais a lancé un appel d'offres international. 2 sociétés françaises, Suez et Veolia, sont en compétition avec la SDE. Un appel d'offres avec marqué cette semaine par le communiqué de votre ministère à la suite de l'ouverture des plis des offres commerciales plaçant la SDE en tête. Cela a été interprété comme une manœuvre visant à ôter l'eau de la bouche de la Sénégalaise des eaux. Que répondez-vous? Mais du tout. Nous, on est dans un processus d'appel d'offres qui suit son cours, qui a connu plusieurs étapes. La première étape, c'était une préqualification
9 structures avaient déposé, 3 ont été préqualifiées. Ces 3 donc, ont déposé leur offre technique qui a été validée. Et la dernière étape, en réalité, c'était les offres financières qui ont été déposées, effectivement, il y a à peu près une dizaine de jours. Présentement, on est en cours d'évaluation. Ce qui est reçu, peut-être des manipulations, et nous avons voulu rétablir la dette. SDE qui est devant à l'ouverture des prix? Non, c'est-à-dire, moi, ce que je... Cela a été dit. Non, il y a les prix. Oui. C'est-à-dire, les offres financières ont montré effectivement la SDE avec 377 francs, 277 francs, quelque chose, donc le mètre cube. Suez est à peu près à 299 francs le mètre cube et Veolia à 365 environ le mètre cube. C'est les offres financières. La SDE devant donc. Sur l'offre financière, ce qu'on a vu. Maintenant, il y a les évaluations. Oui. Nous, ce que nous attendons, c'est que la commission donc, des marchés, qui a mis à côté, donc, disons, un comité d'experts pour un petit peu les appuyer dans le cadre de l'évaluation, nous rende ces conclusions. Parce qu'il faut aller en profondeur par rapport aux offres financières qui ont été produites. Et à partir de ce moment, on saura exactement ce qui va se passer en réalité. Donc moi, président, je ne peux pas vous dire ce qui se passe parce que je l'ignore totalement. C'était ma question. Quelles sont les garanties de transparence du processus? Mais le processus, je vous dis, est garanti à 100%. Parce que la commission des experts qui accompagnent le comité, donc la commission des marchés, est à dimension gouvernementale. Le ministère des Finances est représenté, la primature est représentée, la présidence de la République est représentée. Vraiment, toutes les structures étatiques sont représentées au niveau de cette commission et même des experts internationaux ont été commis pour accompagner l'évaluation. Parce que ce que nous voulons, c'est que demain, à l'issue en tout cas du verdict, qu'il n'y ait pas contestation, qu'il n'y ait pas recours. Et là, l'État a pris toutes les garanties nécessaires pour que le processus se déroule dans les règles de l'art. Vous, ministre de l'Hydraulique, quel est votre rôle? Mon rôle a été consisté, en tout cas, à faire en sorte que le processus se déroule dans les règles de l'art sans influence aucune, ni venant de l'extérieur, ni venant de l'intérieur. Donc, j'ai mis, en tout cas, une commission qui est en train de suivre donc l'évolution donc du processus. Vraiment en confiance pour que les travaux puissent se dérouler dans les règles de l'art. Et demain, parce que, écoute, l'histoire va nous... Ce que je voudrais éviter, c'est que l'histoire nous rattrape. Donc, pour moi, j'ai obligation que ce processus-là puisse aboutir sans aucun problème, sans aucune difficulté. Parce qu'il fallait en arriver là. L'ASD est arrivé dans le système en 1996, à la suite de la première réforme, qui a vu la création donc, de la SONES avec un seul E, ONAS, et la SDE, qui était effectivement attributaire donc de l'exploitation et de la commercialisation donc de la distribution de l'eau potable en milieu urbain. Vous n'avez aucune influence? Aucune. Je n'ai aucune influence. Je ne sais même pas d'en avoir. Et nous n'avons reçu aucune orientation de la part des autorités. C'est quand même un enjeu de plusieurs milliards de francs CFA. Oui, au-delà de l'argent, c'est la distribution de l'eau potable en milieu urbain qui est en jeu. La qualité des services, le prix de l'eau, la régularité. Ça, c'est important pour nous. Ce qui est important, il faudrait qu'on ait un rendement réseau qui est satisfaisant, qui est très satisfaisant. Il est satisfaisant, c'est vrai, présentement. Il est autour de combien aujourd'hui? Le rendement réseau est à plus de 80%. Vraiment, c'est l'un des meilleurs rendements des réseaux donc, en Afrique, si je peux m'exprimer. Une vingtaine de pourcents quand même à combler. Oui, mais c'est normal, parce que vous savez, c'est des réseaux d'eau, c'est des conduites, il peut y avoir des fuites, on ne peut pas avoir un rendement réseau à 100%. C'est impossible, même en Europe, on ne l'avons pas. Et qu'est-ce qui a motivé le choix, la décision de l'État du Sénégal de lancer un appel d'offres international? Parce qu'on aurait pu vous rétorquer, mais on ne change pas une équipe ou une société qui gagne, pour faire allusion à la SDE, qui était là et qui est toujours là. Mais vous savez, initialement, le contrat de la SDE était pour 10 ans. 96-2006. Arrivé en 2003 ou en 2006, effectivement, il y a un avenant de 5 ans qui avait été signé. Donc 2011. Donc normalement en 2011, on aurait dû reprendre le processus. Alors, mais chaque année, il y avait des avenants qui avaient été signés. Et là, l'État ne maîtrisait plus en réalité donc la question de la gouvernance du secteur. Le prix de l'eau flambait.
Et on ne savait pas trop quoi faire. Donc, fallait arrêter et recommencer. Et c'est tout à fait normal qu'à partir d'un certain moment, que nous respections en réalité le processus qui avait été défini au préalable. C'est-à-dire les 10 ans, finalement on est là à 15 ans, maintenant c'est à 20 ans. Il fallait vraiment donc relancer et pouvoir aussi maîtriser l'eau. Maîtriser le prix de l'eau. La preuve, vous l'avez senti, le prix actuel exploitant de l'eau est de 365,4. La SDE propose 277. Vous avez vu la différence. Suez propose aussi 299. La différence, elle est là. C'est-à-dire, au bout du processus, nous allons théoriquement avoir donc le prix de l'eau qui va baisser. Pour le bénéfice de qui? Pour le bénéfice des populations. Ensuite, la gouvernance même du secteur connaîtra en tout cas une avancée significative. On n'aura plus maintenant à faire bouger en tout cas des prix de l'eau ou bien vraiment avoir des difficultés dans la maîtrise et dans la fourniture et la qualité donc de l'eau. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas pour nous, le processus qui a abouti présentement, en tout cas, qui va aboutir présentement à la sélection d'un nouvel opérateur, sera tout bénéfice pour les populations du Sénégal. Il va prendre fin quand? Quand est-ce qu'on connaîtra le vainqueur, le nom du vainqueur? Oui, dans une dizaine de jours, tout au plus, parce que les évaluations, parce que là, l'évaluation suit un processus bien défini. La première phase est terminée. Il y a des questions qui sont envoyées donc aux soumissionnaires. Et certainement, quand ces questions-là auront connu les réponses, le comité va rédiger son rapport qui sera présenté en tout cas à qui de droit et suivre le processus normal. C'est-à-dire à qui de droit? Non, d'abord, il y a un processus bien défini. Ils vont soumettre en réalité les rapports à l'autorité, d'accord, qui est le ministère, qui joue effectivement la maîtrise d'ouvrage. Mais ensuite, à la DCMP pour validation. Et nous, ce qu'on fera, on produira les rapports tels que présentés par la commission, en tout cas de la commission de marché. Et c'est un contrat d'affermage qui aura une durée de combien? Vous savez, on était à 10 ans. Du processus, oui. On a, maintenant, les obligations ont un petit peu changé. Le contrat initial était de 10 ans. Nous avons dit qu'il va passer à 15 ans. Avec la possibilité d'avoir donc une prolongation de 5 ans. C'est-à-dire que ça ne dépassera pas 20 ans. Il y a d'autres obligations aussi donc, qui sont dues aux fermiers, qui vont un petit peu évaluer pour un petit peu permettre aux fermiers d'être performants, en tout cas dans la gestion donc, et l'exploitation des réseaux et la fourniture donc, de l'eau potable. Ce sera vraiment tout bénef parce que tout simplement, donc, nous aurons appris donc, du premier contrat et corriger toutes les imperfections que nous avons connues pour permettre effectivement au nouvel opérateur qui va venir de pouvoir travailler dans les règles d'art, réduisant ainsi toutes les difficultés connues avec l'opérateur, le précédent opérateur. Et quelle configuration aura un peu le tour de table? Le capital. Alors, parce qu'on a entendu les travailleurs de la SDE aussi faire des sorties pour dire qu'ils veulent plus en pourcentage. Je pense qu'ils sont à 5%. Ils sont 5%. Donc, mais ils en veulent plus. Ça, le capital initial était ainsi configuré. C'est-à-dire, la première réforme, fallait réformer le secteur. Et l'État a accompagné donc, la réforme dans un premier temps en 1996. Et le capital était ainsi configuré. L'État du Sénégal avait 5%, les travailleurs 5%, le fermier avait à peu près 57% et les privés sénégalais, donc le patronat, avait à peu près 33%. Ça fait 100%. Présentement, la configuration comment dirais-je, du nouvel capital, en réalité, sera ainsi architecturée. L'État va se retrouver avec 25%. Pourquoi? Parce que les investissements ont beaucoup progressé. L'État va mettre à peu près quelque chose comme 700 milliards de francs CFA. Oui, parce que SONES met sur la table KMS3. Voilà, il y a KMS3, il y a le dessalement, il y a tous les programmes d'urgence réalisés à travers donc, des forages qui sont des infrastructures de forage, des infrastructures de réseau. Donc le patrimoine de l'État va passer aux alentours de 700 milliards et même va pouvoir progresser jusqu'à 1000 milliards. Un État intelligent sur le coup. Ah oui. N'est-ce pas? Mais tout à fait. Non, c'est important. Oui. C'est important, c'est important. Donc on a dit l'État va passer à 25%. Le personnel qui avait 5% va garder ses acquis. On a dit 5%. 5%. Pas plus. Pas plus, 5%. Ils en veulent plus. Ils en veulent plus, c'est normal.
Le fermier qui était à 57%, maintenant sera à 45%. Parce que le fermier n'investit pas, il exploite. 45%. Il restera 25% pour donc la participation publique, le privé sénégalais d'une manière générale, élargie à tout le monde. Un peu sur le modèle de Sonatel. Oui, par exemple. Par exemple, sur le modèle Sonatel. Parce qu'on verra exactement comment configurer les 25% destinés donc au public sénégalais. Et ces 25%, normalement, ce sera appel donc ouvert pour tous ceux qui souhaiteraient acquérir effectivement du capital au niveau donc de la nouvelle configuration de cette société. Ce qui fera quoi? Ce qui fera que aujourd'hui, le fermier n'aura plus la liberté de faire ce qu'il veut, il sera contrôlé par les autres participants au niveau du capital de la structure. L'État sénégalais serait-il en train de modéliser un peu les 3S, Sonatel, demain la Société des Eaux et peut-être Sénélec? Oui, le ministre de l'Hydraulique n'est pas en mesure de répondre à la question, mais c'est une question quand même d'un journaliste. Mais en quoi, si cela donne des résultats satisfaisants, pourquoi pas? Si cela donne des résultats satisfaisants, pourquoi pas? Est-ce que vous êtes resté sourd ou attentif aux difficultés soulevées concernant un des candidats dans un pays africain concernant l'appel d'offres international? Oui, en fait... Veolia, pour ne pas... Je sais, on a entendu au Gabon oui. les difficultés connues par Veolia en réalité. Mais cela n'affecte en rien, en tout cas, le processus, puisque Veolia a répondu favorablement donc, à l'offre technique. Veolia aussi donc a répondu favorablement à l'offre financière. Maintenant, ce qui s'est passé au Gabon, en réalité, moi je ne saurais le dire. Ça peut être une alerte, non? Oui, mais le moment opportun, peut-être on verra s'il y aura donc des dispositions particulières à prendre. Mais aujourd'hui, nous, on est dans un processus bien défini, encadré donc par les règles donc des marchés publics, et nous n'avons aucun problème dans ce sens-là. La préférence nationale, ça vous dit quelque chose, non? Pour beaucoup, la SDE est une société sénégalaise. On aurait pu mettre en avant tout simplement la préférence nationale. Mais non, attention, le patriotisme économique. La SDE n'est pas une société sénégalaise. C'est ce qui se dit. Il y a des privés quand même sénégalais qui sont nombreux, non? SDE, qui sont déjà à 33% du capital. Oui, il y a le privé qui est à 33%. L'État est dans la SDE à 5%. Ouais. Le personnel est dans la SDE à 5%. Mais comme c'est un appel d'offres international, déjà, il faudrait que nous respections les processus tels que nous l'avons définis au départ. Donc, c'est vraiment au plus offrant. Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, on va parler de l'hydraulique rurale un peu. Touba va-t-elle payer la facture d'eau? Vous savez, Touba, c'est un cas particulier. Moi, j'ai dirigé donc un CRD en 2014 à Diourbel. Et lors de ce CRD, le représentant effectivement donc de Touba évoquait la question de la gratuité. Touba est une métropole assez importante, plus d'1 million d'habitants. Et en période de Magal, donc la population se voit un petit peu tripler. Métropole mi-urbaine, mi-rurale, finalement. Vous savez, quel modèle pour Touba? Touba, c'est un modèle un peu particulier. Hein. Oui. Touba est proche de l'urbain en réalité. Il n'est plus rural, Touba. Oui. Touba là, vu les infrastructures à Touba, on ne peut plus dire que... D'autant plus qu'il n'y a plus de rural. On est dans la communalisation intégrale. Quelque part, oui. Maintenant, Même mon petit village maintenant est une commune. Maintenant, tout est commune en réalité. Oui. Mais Touba a sa particularité, puisque jusqu'à maintenant, l'eau elle est gratuite. Mais la qualité de l'eau à Touba pose problème, puisque la nappe est une nappe un petit peu qui présente du sel. À Touba, l'eau, on ne peut pas boire l'eau de Touba. Mais aussi, il faut nécessairement anticiper sur le développement de Touba. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment un programme structurel pour Touba. Maintenant, le problème, c'est comment financer? Qui va payer? Mais aujourd'hui, cette question, je pense, est en train d'être transcendée même par toutes les parties prenantes. La décision, c'est que Touba va payer. Ou bien non, ce n'est pas encore arrêté? Il faut nécessairement que l'eau soit payée. Parce qu'à Touba, comment on peut, par exemple, toutes les stations qui sont là-bas ne payent pas. Les banques ne payent pas. Les boulangeries ne payent pas. Personne ne paye l'eau. Ça ne peut pas continuer. Autrement dit, même des privés ne payent pas. Aucun privé ne paye l'eau à Touba. Mais donc, en plus,
à Touba, même les gens payent l'eau indirectement. Parce que tous ceux qui consomment l'eau de Touba, l'eau à Touba consomme de l'eau minérale qui coûte beaucoup plus cher donc, que l'eau de robinet. Alors, est-ce qu'on va continuer comme ça? Je pense que non. Mais en tout cas, on est en train de travailler avec les autorités qui quand même semblent comprendre cette dynamique. Et fondamentalement, je pense que nous allons évoluer en tout cas vers la mise en place d'un nouveau réseau qui sera payé. Comment donc le paiement s'effectuera? On va continuer les discussions avec les autorités religieuses de Touba. Cette facture coûte combien à l'État, la facture de Touba? Alors, l'électricité coûte plus de 1,2 milliard par an. Oui. Rien que l'électricité. Oui. Chaque année, donc, dans le réseau, l'État investit entre 500 et 800 millions de francs CFA. Pour un réseau que personne ne contrôle. 40% de la production d'eau présentement à Touba donc, disparaît dans les tuyaux parce qu'il y a énormément de fuites. C'est un réseau que personne ne contrôle. Nécessairement, il faut trouver une solution par rapport à ça. Alors, une question des conducteurs et gérants de forage, cela nous permettra d'aborder cette distinction qui a toujours été faite quand même entre l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale. Ces conducteurs et gérants de forage se disent inquiets. Ils disent que les repreneurs des forages ne leur proposent qu'un an de contrat alors qu'ils étaient embauchés. Ils vous demandent de préserver leurs emplois. Peuvent-ils compter sur vous? Oui, nous avons demandé effectivement aux nouveaux fermiers qui s'installent dans le rural, entre guillemets, qu'on appelle les délégations de services publics, de privilégier donc le recrutement des conducteurs. Mais je tiens à rappeler que ces conducteurs n'étaient pas embauchés. Ils n'ont aucun contrat avec l'État. Parce que ces conducteurs géraient des forages à travers les ASIFOR, les associations d'usagers de forage, qui les rémunéraient selon leurs possibilités, sans aucun contrat. Moi, je n'ai pas vu un contrat, en tout cas, délivré ou montré par un conducteur de forage. Ce que les repreneurs leur proposent, présentement, si je prends par exemple le cas donc, de la délégation qui est de Thiès, mais c'est un contrat annuel de 100 000 francs par mois. Ces conducteurs n'avaient pas ça. Ils avaient 25 000, 30 000, etc. Jamais, je n'ai pas vu un conducteur qui avait plus de 30 000 francs de francs CFA. Alors, maintenant, il faut négocier. Nous avons dit, effectivement, aux nouveaux fermiers, de faire en sorte que vraiment, de préserver les emplois autant que faire se peut de ces conducteurs. Nous sommes en train de travailler dans cette dynamique pour les amener à aller dans ce sens-là. Donc, nous privilégions en tout cas le dialogue et la concertation pour que les différentes parties puissent s'entendre, parce que nous, notre intérêt, c'est de préserver en tout cas l'emploi de ces travailleurs quand même, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont contribué effectivement au bon fonctionnement des ouvrages à eux confiés. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que demain, le futur fermier va hériter de la gestion de l'eau partout sur le territoire national? C'est le modèle SDE. C'est-à-dire la SDE s'occupe de l'urbain, 65 centres, 66 centres environ, et le reste du territoire national a été divisé en 4 zones environ. Chaque zone a appelé une DSP, délégation de services publics. Donc, la délégation de services publics, par exemple, qui s'occupe du Noto, Niosman, Palmarin et le Golan Lamsar, est en cours d'exploitation depuis plus d'1 an. Donc, la zone de Matam aura effectivement sa DSP. Pas Matam, parce que Matam fait partie du périmètre urbain. Oui. Mais dans la région de Matam, c'est la DSP. C'est la SDE qui va s'occuper donc de cette zone-là, la zone nord. Au niveau de la zone sud de Tamba, effectivement, il y a un autre fermier. Thiès-Djurbel a un fermier. Fatick aura aussi un fermier qui va s'occuper effectivement de la zone de Fatick. Il y aura environ 4 à 5 fermiers qui vont s'occuper donc de l'espace anciennement appelé donc l'hydraulique rurale. Et ces fermiers, effectivement, vont assurer, comme la SDE le fait, l'exploitation, la commercialisation, en tout cas l'amélioration de la qualité des services, donc des ouvrages hydrauliques pour permettre aux populations, entre guillemets, rurales, de pouvoir disposer de l'eau potable aussi pour les besoins donc, de l'agriculture, pour les besoins aussi donc, de l'élevage. Avec des risques de renchérissement des prix? Non, les prix sont contrôlés. C'est des prix contrôlés par l'État dans un premier temps. Présentement, donc, c'est vrai, au niveau de notre endossement permanent, le prix est un peu élevé à 275 francs le mètre cube, mais moins cher que le prix moyen de l'eau sur l'urbain, en réalité. Mais ce prix va connaître une baisse.
Nous allons passer de 275 à 250, permettant aussi effectivement aux populations de pouvoir accéder à l'eau potable à un prix beaucoup plus faible. Au niveau des autres DSP, le coût sera beaucoup plus faible parce qu'on passera à peu près à 225. Et là, on va essayer d'observer une période, en tout cas, bien définie pour pouvoir faire une réévaluation donc, de ce processus. Et si cela nécessite que les prix soient baissés, les prix seront baissés. On va essayer d'accélérer la cadence ou le rythme, comme dirait l'autre, Mansour Faye, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Est-ce qu'il y a des risques d'inondation cette année où l'affaire est maîtrisée? À Dakar, je pense que quand même, il y aura moins de risques d'inondation. Maintenant, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quelle sera en tout cas la pluviométrie, en fait. Parce que les inondations, on ne peut pas les contrôler à 100%. On n'est pas maître du ciel. Hein. Mais l'État a mis en place des infrastructures depuis 2012 dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations. Et ces programmes ont permis, en réalité, de constater la baisse des inondations au niveau de la région de Dakar. Le centre Philippe Maguilène Senghor, Yoff, qui avait connu à l'époque des inondations assez majeures, depuis quelques années, on ne les voit plus. Nord Foire, c'est un mauvais souvenir. Vous allez en banlieue aussi, donc Pikine, vraiment, Guédiawaye, Médina Gounass, Thiaroye, vraiment, je pense qu'avec les infrastructures réalisées par l'État, à travers les différents programmes, ces programmes-là ont permis en tout cas de gérer au mieux les inondations. Donc théoriquement, je pense qu'on aura moins de difficultés par rapport donc, à la gestion donc, des inondations parce que l'État a réalisé des ouvrages dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations pour un montant qui avoisine les 200 milliards de francs CFA. Donc on ne devrait plus avoir d'inondation. Alors encore qu'à Kaffrine, la menace elle est toujours là. Voilà, Kaffrine est presque tout le temps inondée. Du côté de Kaolack et même chez vous, Saint-Louis. Non, Saint-Louis, Saint-Louis, il y a moins d'inondations. Hein. Il y a beaucoup moins d'inondations. Saint-Louis aussi, donc la nappe est là. C'est une zone d'eau. C'est une localité amphibie qui a beaucoup d'eau. Mais Kaffrine, c'est un point un peu dur. L'État a prévu effectivement de réaliser donc, des ouvrages donc de gestion d'eau pluviale. Ces ouvrages-là vont un petit peu atténuer. Nous allons peut-être incessamment procéder donc, au démarrage des travaux. Le Forum mondial de l'eau de 2021 à Dakar, c'est quand même un événement majeur qui va accueillir beaucoup de monde, des chefs d'État, mais surtout des milliers et des milliers de participants. Absolument. Est-ce que Dakar est prête à accueillir tout ce beau monde? Oui, Dakar sera dans les dispositions pour accueillir en réalité ce beau monde parce que dans 3 ans, beaucoup d'infrastructures seront réalisées pour permettre d'abriter vraiment cet événement majeur. Vous savez, le Forum mondial donc, sur l'eau est une plateforme exceptionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, qui vont un petit peu discuter des questions d'accès à l'eau, des questions d'accès à l'assainissement, de la gestion des crises donc de l'eau, le partage des bassins transfrontaliers, hein, et aussi les questions d'hydrodiplomatie. Et je vous dis, par exemple, Marseille, en 2012, a connu plus de 35 000 visites, 173 pays présents. C'est la même, disons, logique qui va se poursuivre. Donc, ce sera un événement majeur jamais organisé par un pays africain. Je rappelle que le Maroc l'a abrité en 1997. Il y avait 5 700 participants. Aujourd'hui, on est au-delà des 30 000 participants. Et là, le Forum mondial de l'eau, donc, qui est gouverné par le Conseil mondial de l'eau, a essayé de regarder les cahiers de charges, les résultats apportés donc, au niveau des cahiers de charges, pour désigner le Sénégal pays hôte du 9e Forum en 2021. Et toutes les infrastructures, en tout cas, qui sont en cours de réalisation au niveau de Diamniadio et aux alentours de la région de Dakar, permettront en réalité donc, au Sénégal d'accueillir dignement et de réussir donc, cet événement majeur. Rendez-vous majeur, l'élection présidentielle de 2019, les questions politiques, et là vous prenez votre casquette de membre de l'Alliance pour la République, le parti présidentiel, mais il y a d'abord des critiques qui suivent souvent la famille présidentielle. Vous en faites partie puisque vous êtes le frère de la première dame. Quand vous entendez ce genre de critiques, du genre la famille présidentielle est boulimique, elle s'accapare de tout, vous réagissez comment? Est-ce que réellement la famille présidentielle s'accapare de tout? Je vous pose la question. Je pense que non. Je ne pense que non parce que c'est quoi la famille présidentielle au juste? Au Sénégal, tout le monde est parent.
tout le monde partage donc des liens si on creuse davantage. Donc moi, je ne me vois pas quelqu'un de la famille présidentielle. Je me vois un citoyen sénégalais en qui monsieur le président de la République a fait confiance. Pourquoi il m'a fait confiance? Parce que tout simplement, j'ai beaucoup contribué donc à son accession donc au pouvoir, parce que j'ai beaucoup travaillé en tant que militant de l'APR, en tant que quelqu'un qui fait partie des premiers acteurs intervenant dans son entourage. Pour moi, ce n'est pas une question de famille, c'est une question de confiance. Alors, qui d'autre est dans le cercle du pouvoir? Je ne vois pas. On parlera après d'Aliou Sall qui est au niveau donc de la caisse de dépôt et de consignation, qu'il mérite amplement. Donc moi, je ne vois pas de problème. Il mérite la confiance du président. Qu'un membre de la famille du président bénéficie d'un décret, cela ne vous gêne pas? Ah non, c'est un Sénégalais qui bénéficie du décret. Ce n'est pas un membre de la famille, mais c'est un Sénégalais bon teint qui le mérite et qui en a bénéficié, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas... Tout le monde est parent à tout le monde. Donc, vraiment, moi, cette question-là, ça ne me fait rien du tout. Des missions nous sont confiées, à nous de mériter en tout cas ces missions et de faire des résultats. On a parlé du pétrole et du gaz à un moment donné, et le nom d'Aliou Sall a été souvent cité. Et comment vous avez réagi à l'époque déjà quand vous avez entendu ce genre d'accusation? Mais non, Aliou était dans ce secteur bien avant l'arrivée de monsieur le président de la République au pouvoir. Ses premiers décrets, c'était le président Wade en réalité. Donc, ce n'était pas le président Macky. Pour moi, il n'y a aucun problème. C'est un Sénégalais qui, effectivement, peut aller où il veut, aller chercher des partenaires pour intervenir dans un secteur bien défini. C'est tout aussi simple que ça. Donc, pour moi, il n'y avait pas quoi fouetter un chat sur l'implication d'Aliou sur un processus de facilitation. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Aujourd'hui, Aliou est un acteur politique qui a fait ses preuves donc à Guédiawaye et qui continue à faire ses preuves. Il a les compétences requises pour que le président puisse lui faire confiance. Il lui a fait confiance, il a maintenant à mériter cette confiance en faisant correctement son travail. C'est pas un frère du président que je vois. Moi, je vois un Sénégalais qui puisse rendre en tout cas quelque chose de bien à son pays. Le président de la République va lancer mardi la concertation nationale sur les ressources pétrolières et gazières, justement. L'opposition dite significative a dit non à son appel. Vous en pensez quoi exactement? Non, moi, l'appel que je lance à l'opposition, c'est vraiment de répondre à ce dialogue. Puisque les questions liées au pétrole et au gaz, c'est des questions d'intérêt national. C'est pour tous les Sénégalais, c'est pas pour le président Macky Sall, c'est pas pour les oppositions, c'est pour les Sénégalais dans leur globalité. Donc ces questions-là, quand une question d'intérêt national se pose, il faudrait qu'il y ait une union des cœurs et des esprits pour travailler dans ce sens-là. Parce que demain, les revenus qui seront tirés de ces ressources, ce ne seront pas des revenus pour nous, c'est pour des générations à venir. Donc vraiment, si l'opposition rate cette occasion, il aura raté l'occasion la plus importante de son existence. Mais est-ce que le problème, c'est pas que le président de la République peine à convaincre son opposition de la pertinence de ces appels au dialogue, comme cette concertation nationale sur le pétrole et le gaz? Non, c'est notre modèle d'opposition qui pose problème en réalité. Puisque moi, je n'ai jamais entendu donc, un membre de l'opposition dire des choses sur les réalisations visibles de M. le Président de la République. Jamais. C'est une opposition du tout ou du rien. Alors, donc, mais ce qui est important, c'est de dépassionner ces débats-là. C'est l'avenir des Sénégalais donc, qui se trouve être en jeu. Il faut nécessairement que l'opposition puisse réfléchir dans cette dynamique et répondre autour de la table et discuter pour l'avenir. Ce n'est pas leur promotion personnelle qui est importante en réalité. Ce qui est important, c'est l'avenir du Sénégal. Et l'avenir du Sénégal doit se discuter. C'est parce qu'une nébuleuse a entouré les contrats pétroliers. Pas forcément. Moi, je n'ai pas vu de nébuleuse. Les contrats ont été publiés. Le Sénégal a été cité comme exemple au niveau de l'ITIE. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vois pas vraiment de problème dans ce sens-là. Ce qui est important, c'est vraiment pour l'avenir du Sénégal. Et le président est dans les dispositions pour discuter. Il faudrait que l'opposition vraiment ait raison gardée pour venir discuter des questions qui intéressent les Sénégalais. C'est l'avenir des Sénégalais. C'est le bien des Sénégalais. Ce n'est pas le bien de personne d'autre que des Sénégalais. Donc,
Réfléchissant ainsi, pour moi, l'opposition doit aller donc autour de la table, discuter de ces questions-là et trouver donc les meilleures solutions donc possibles. Avez-vous la certitude, pour parler cette fois-ci de l'élection présidentielle prévue l'année prochaine, le chef de l'État, le président Macky Sall, est candidat à sa propre succession, avez-vous la certitude, comme vos autres camarades, qu'il va passer au premier tour? Non, la certitude, c'est Dieu. Dieu seul sait qui va gagner. Vous invitez à la prudence? Comme toujours, il faut être toujours prudent. Mais en tant qu'humain, si on analyse le bilan de M. le Président de la République et aussi donc la configuration de l'opposition actuelle, je ne vois pas trop comment le Président ne pas gagner les élections dès le premier tour. Mais l'APR aussi a ses problèmes internes, non? C'est normal. Tout comme au sein de Benno Bokk Yakaar, votre coalition. On est dans un environnement. Est-ce que ce n'est pas source d'inquiétude aussi? Pas forcément. Pour moi, c'est une source de motivation. Pour vous, bien sûr. Oui, c'est une source de motivation. Hein. Oui. C'est un jeu interne de positionnement. Vous savez, l'APR n'est pas structuré. C'est un parti jeune. Décembre 2008. En 2012, accession au pouvoir. L'exercice du pouvoir. Donc la paire n'a pas eu le temps de s'organiser. Donc c'est normal qu'il y ait des velléités à l'interne, mais qui poussent les différents acteurs à davantage massifier le parti. Et c'est la vie interne d'un parti qui est ainsi configuré. De temps en temps, il y a quelques difficultés, mais cela va renforcer davantage le parti, parce que chaque fois que le parti a besoin de ses militants se mobilisent. En 2014, la coalition s'est mobilisée. On a vu les résultats au niveau des élections locales. Élections législatives tout dernièrement, nous avons vu les résultats obtenus par la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais quand des responsables de premier plan s'accusent d'enrichissement pratiquement illicite, est-ce que cela ne pose pas problème dans un parti qui gouverne? Mais vous savez, un parti est un tout venant. C'est un tout venant. Donc, il peut arriver qu'il y ait des militants ou des responsables qui puissent se comporter ainsi, mais moi j'essaie de comprendre réellement donc ce qui se passe, mais c'est vraiment pas important. L'enrichissement illicite est étranger à la paix. Mais moi je vois pas un militant en tout cas qui s'est enrichi de manière illicite. J'en connais pas. J'en connais pas. Bon, maintenant vraiment je maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, en tout cas des déclarations faites au niveau de la presse par ces responsables entre guillemets, mais pour moi c'est tout simplement un jeu politique. Les gens s'accusent mutuellement, peut-être même de fausses accusations. Il est reproché au président Macky Sall de procéder par élimination de ses adversaires les plus sérieux. Mais non, pourquoi? Mais non, moi je ne vois pas un candidat éliminé par M. le Président de la République. Le Président ne peut pas éliminer des candidats. La déclaration de candidature se fait d'une manière bien définie, bien encadrée. On attend d'abord que la dépose donc des candidatures se fasse pour voir qui sera sur la ligne de départ ou non. Mais présentement, je ne vois pas un seul candidat éliminé par M. le Président de la République, parce qu'il n'en a pas, en tout cas, les possibilités. Dernière chose, on prendra 2 petites minutes. Saint-Louis, votre ville, vous en êtes le maire. Les élections, c'est l'année prochaine aussi, élections locales. Candidat à votre succession? Les élections locales, ce sera après les élections présidentielles. Oui. En fait, moi, je ne me déclare pas candidat. Même en 2014, je ne m'étais pas déclaré candidat. C'est les Saint-Louisiens, donc à eux de voir si je peux, en tout cas, tenir la commune, oui ou non. Au moment opportun, nous allons faire un bilan et solliciter effectivement mes concitoyens saint-louisiens, si nécessairement ils souhaitent refaire confiance donc à ma personne ou non. Non, mais ce moment-là n'est pas encore arrivé. Pour moi, le cap d'abord, c'est les présidentielles, et puis après, on verra. Qui parle de Saint-Louis parle de l'UGB, son université, mort de l'étudiant Fallou Sène. C'est vraiment une situation, disons, désastreuse, regrettable, qui est mort d'homme au niveau donc, de l'université suite à ces questions liées aux bourses des étudiants. Ce que nous souhaitons, c'est que pareille situation ne se reproduise plus, en fait, en réalité. Et surtout que le coupable soit sanctionné. C'est ce que réclament les étudiants aujourd'hui. Vous savez, la justice est indépendante. Et la justice fera son travail avec son temps. Et je suis persuadé que donc, personne n'influencera donc, la justice pour que donc, justice soit rendue. La démission réclamée de certains ministres?
Vous savez, c'est le président qui nomme et c'est le président qui démet. Il a seul cette prérogative. Faidherbe, la place, la statue Faidherbe, certains citoyens sont pour que cette statue disparaisse de la vue des Saint-Louisiens. D'autres la défendent, comme le journaliste Golbert Diagne. Le maire que vous êtes en passe quoi? Vous savez, Faidherbe, moi, ce débat-là, je dis, j'ai pas d'idée par rapport à ça. Faidherbe, je vois pas Faidherbe, en fait. Quand je passe devant la place Faidherbe, c'est la place que je vois. Les Saint-Louisiens ne font pas attention. Mais il y a la statue qui est là, imposante. Mais vous savez, vous ne la voyez pas? Les Saint-Louisiens ne font pas trop attention à cette statue. Elle est là parce qu'elle est là. Et pourtant, ils veulent qu'elle disparaisse. Il y a beaucoup de Saint-Louisiens qui en parlent. Mais d'autres veulent qu'elle reste aussi. Oui. Et vous en pensez quoi en tant que maire? Pour le moment, j'ai aucune appréciation par rapport à ça. Vous suivez le débat? Je regarde le débat se dérouler et puis on appréciera au moment opportun. Mais vous l'avez remise à sa place. À un moment, elle a été déboulonnée. Oui, parce qu'elle était tombée, il fallait la remettre. Aucune décision n'avait été prise de la retirer. Elle est tombée du fait du vent. On l'a tout simplement remis à sa place. C'est une façon de dire que Faidherbe est là et il reste, non, de votre part? Pour moi, c'est une statue. Voilà. Merci, Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, maire de Saint-Louis, membre de la direction de l'APR, le parti présidentiel. Il était l'invité du grand jury, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane. À la technique, Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, le journal de midi. Dimanche prochain, on sera en pleine Coupe du Monde, Inch'Allah. Bonne chance au Lyon. Merci. Qui participe à cette Coupe du Monde. Vous en êtes un grand supporter. Ah oui, moi je suis grand supporter des Lions et je souhaite vivement que la Coupe soit ramenée au Sénégal. Ah bon, Amen. On est tenté de le dire. Amen. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.